Voilà, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour cette journée climat qui sera en fait une demi-journée climat. On est ensemble jusqu'à 12h45. Merci d'être là, ici, présent dans ce CAP 15 qui devient véritablement une sorte de succursale des ESH. Et puis merci si vous êtes là également en visio, je vous salue d'où vous êtes. Sachez qu'en plus d'assister, vous allez pouvoir participer, on compte d'ailleurs sur vous. Vous aurez la possibilité de poser des questions à la foultitude d'intervenants qui vont se succéder à cette tribune. Vous allez pouvoir les poser directement si vous êtes dans la salle, évidemment. Et puis, si vous êtes en visio, vous pourrez soit les poser via le chat. J'ai une tablette magique là, sur laquelle arrivent toutes vos questions. Je me ferai à ce moment-là votre interprète. Ou bien, vous pouvez aussi les poser en visio si vous voulez qu'on voit votre bobine. Et donc tout ça va se faire assez naturellement. Alors, j'aurais dû commencer évidemment par appeler Valérie Fournier, présidente des ESH, qui aurait dû venir intervenir à ce pupitre, mais elle a attrapé le Covid. C'est donc en visio qu'elle va s'exprimer, enfin j'espère. Bonjour Valérie. Bonjour Olivier. Comment ça va ? Eh bien, ça va. J'en ai assez d'être confinée et j'espère que rapidement mon test va redevenir négatif. Voilà, mais bon, c'est bien la première fois qu'on souhaite à quelqu'un de devenir négatif. Exactement. En attendant, vous allez rester positive et introduire nos débats. Exactement. Bah, écoutez, Olivier, ce que je voulais dire en cette matinée, c'était plusieurs choses. D'abord, rappeler que nous avons ensemble, avec vous d'ailleurs Olivier, sur cette même scène du CAP 15 en juin dernier, affiché notre raison d'être, qui est, je le rappelle, entreprendre ensemble pour l'habitat abordable, pour une société plus durable, plus humaine et plus solidaire. Et c'était important pour nous de rappeler ces deux pieds très importants de notre raison d'être que sont nos engagements en matière de développement durable et de climat et puis nos engagements dans notre mission sociale. Nous l'avons fait vendredi dernier avec les Journées du Fils et aujourd'hui, il était important pour nous de revenir sur le climat. C'était d'autant plus important qu'on le voit bien aujourd'hui, nos engagements environnementaux deviennent très importants, avec une crise énergétique non négligeable, avec aussi le passage d'engagement entre guillemets sur l'isolation thermique à un engagement bas carbone. Et tous ces engagements, les ESH, sont aujourd'hui en action et je crois que c'est aussi l'objectif de cette journée, de montrer comment elles sont en action parce que l'objectif de nos journées professionnelles, c'est de montrer, de faire savoir, de partager et aussi de rendre compte. Voilà, tel est le but de cette journée. Et puis, derrière le climat, il y a aussi, et on l'a vu avec le Covid, un lieu de vie. Voilà, je le vis complètement en ce moment, le fait d'être assigné dans son appartement à résidence, eh ben, ça implique aussi pour les ESH et pour les bailleurs que nous sommes de nous préoccuper de ce qu'est le lieu de vie, de ce qu'est aussi l'environnement autour de ce lieu de vie. Donc, on a aussi des engagements sur la biodiversité, au-delà de construire des logements, ce que nous avons beaucoup fait, y compris en 2020 et 2021, puisque nous avons fait 72% de la production HLM de l'année dernière, malgré les difficultés pour produire. Eh bien, nous nous occupons aussi de réhabiliter et aussi de faire des espaces de vie adaptés. Et c'est aussi ça l'engagement qui se traduit derrière notre engagement en matière de climat. Voilà. Donc j'espère que cette journée sera intéressante, ça je n'en doute pas, qu'elle sera aussi une occasion pour chacun d'entre vous de trouver des solutions ou en tout cas de voir que d'autres en font aussi. Et puis je suis sûre qu'avec Francis Stéphane, qui est le très engagé président de la commission RSE de la Fédération depuis de nombreuses années et qui a à cœur ces engagements environnementaux, vous allez passer une excellente journée. Eh bien, on va la passer évidemment et grâce à vous, Valérie Fournier, vous ne vous déconnectez pas quand même trop longtemps puisqu'on compte sur vous pour la première table ronde. Vous l'avez compris, hein, on me dit d'ailleurs, on me signale que vous êtes actuellement 25 à être connectés donc en visio, ce qui est pas mal du tout et ce qui est le signe finalement de l'intérêt de vos entreprises pour ces questions évidemment de climat. Tout ça pour vous dire que cette matinée, ça va être à la fois pour vous un moment de réflexion, évidemment, mais pas seulement du jus de crâne, c'est aussi comment vous trouvez des réponses concrètes aux questions que vous pouvez vous poser au quotidien. On va tout de suite demander à Rémi Babu de venir nous rejoindre à cette tribune.
Voilà, Rémi Babu, qui est chef de projet à The Shift Project. Shift Project, on pourrait dire, c'est quoi? C'est un think tank qui réfléchit depuis une douzaine d'années aux questions de lutte contre le réchauffement climatique et comment on fait pour sortir des énergies fossiles. C'est à peu près ça? Oui, tout à fait. Donc on se surnomme le think tank de la transition carbone. Et donc on réfléchit au sujet surtout sur l'angle économique, avec des acteurs économiques, à quelle trajectoire vers la neutralité carbone, avec toujours en tête une idée de double contrainte carbone, à savoir qu'il faut sortir des énergies fossiles pour les questions de réchauffement climatique, mais aussi pour des questions de risque sur l'approvisionnement en énergie fossile. Alors, on va parler contraintes. Moi, ma contrainte à moi, c'est une contrainte de temps. On vous a donné 20 minutes et je serai particulièrement vigilant. Mais je vous laisse. Parfait. Eh bien, écoutez, je vais même essayer de faire un petit peu plus vite pour qu'on puisse éventuellement échanger rapidement après, parce que malheureusement, je devrais vous quitter à 10h45 et donc je ne serai pas forcément dispo pour les questions autour d'un café. Mais si on a un peu de temps pour prendre des questions, c'est super, absolument. Mais de toute façon, au pire, vous aurez mon mail sur le rapport. Oui, donc, non, mais le mail, c'est bien, mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les poser. Alors, effectivement, je suis chef de projet au Shift Project, mais je le signale aussi en parallèle parce que c'est important. Au Shift, on est nombreux à être aussi intervenants dans le milieu professionnel. On n'est pas dans l'associatif à plein temps. Par ailleurs, j'accompagne des acteurs de l'immobilier, donc notamment des bailleurs comme vous ou des aménageurs, des promoteurs, etc., dans les stratégies de neutralité carbone chez Elliott, qui est une filiale du groupe Aegis. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les principaux enseignements du rapport Habiter dans une société bas carbone que j'ai commis en octobre de cette année et qui rentre dans le cadre d'un projet plus large qu'on a avec le Shift Project qui s'appelle le PTEF, que je vais vous présenter aussi rapidement en préambule. Donc le Shift Project, effectivement, c'est un think tank qui existe depuis une douzaine d'années, qui travaille sur les sujets de transition carbone, avec des groupes de travail sectoriels ancrés dans l'économie, avec les acteurs économiques. C'est aussi un groupe de travail qui porte ses propositions auprès des acteurs économiques, comme je le fais aujourd'hui, mais aussi auprès des décideurs, et avec l'aide d'une armée de bénévoles, donc, dans lesquels il y a aussi beaucoup de gens qui agissent directement dans leur milieu professionnel. Je ne sais pas, il y en a peut-être parmi vous dans la salle, mais c'est possible parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Un petit 15 000 aujourd'hui. Alors, ce PTEF, là, cet acronyme un petit peu barbare, ça veut dire Plan de transformation de l'économie française. C'est un projet qui est né au moment du premier confinement, en 2020. Avec l'économie à l'arrêt, on a très vite vu arriver l'idée qu'il allait falloir la relancer avec donc ce qui est devenu le plan de relance. Et donc la conséquence étant que on va injecter beaucoup d'argent dans l'économie et que ça va partiellement la restructurer pour les décennies à venir. Les décennies à venir, en fait, ça nous amène très rapidement à 2050, qui est la date fatidique à laquelle on s'est dit qu'on devait être neutre en carbone. Donc, il y a une importance à orienter en fait cette façon dont on relance l'économie vers une économie moins carbonée. Donc, afin d'être un petit peu prêt à donner des recommandations à la relance secteur par secteur, quel secteur il faut plus ou moins relancer, à quelles conditions, etc., on a découpé comme ça l'économie en une quinzaine de secteurs qui se recouvrent un petit peu, hein, mais qui ont vocation à représenter à peu près toute l'économie, puisqu'on a des secteurs plutôt amont, des secteurs dans lesquels on va trouver des infrastructures comme les bâtiments, comme les infrastructures de mobilité. Et puis on a des secteurs aval, qui vont être plutôt des secteurs de services comme la santé, la culture, la défense, qui vont mobiliser ces infrastructures de transport, ces bâtiments, etc., mais qui en revanche ont leur logique sectorielle et donc à qui il faut aussi produire des éléments qui leur parlent dans leur logique à eux. Donc on a comme ça sorti successivement une dizaine de rapports depuis 2020 sur chacun des secteurs, avec quand même l'intérêt que comme on fait les travaux simultanément au sein d'une même institution, on peut regarder les interactions entre ces secteurs et notamment les interactions physiques. Puisque une des particularités du Shift Project, c'est d'être un groupe de réflexion qui base beaucoup ses travaux sur les flux physiques
Et donc, on a une approche de l'économie qui ne commence pas par les euros, mais qui commence par concrètement ce qu'il y a derrière cette boîte noire qu'on appelle l'économie, et notamment tout ce qu'on va y mettre en input. Alors, dans votre sens, ça doit être plutôt comme ça. Donc, notamment en termes de matières premières, en termes de quantité d'énergie, en termes d'hectares de surface agricole, par exemple, des choses comme ça. Et combien on va en sortir, plutôt en comptant, encore une fois, pas des euros, mais des nombres de biens, des nombres de services, et voilà, éventuellement un tas d'externalités des déchets. Donc tout ça, c'est des choses qui se comptent avec des unités physiques, comme des kilowattheures, comme des tonnes de matières premières, et les flux en sortie avec des tonnes de CO2 ou des tonnes de déchets, des choses comme ça, et des nombres de services. Et c'est seulement après ça, éventuellement, quand on aura fini cette appréhension globale, qu'on regardera ce qui se passe au niveau des euros, disons, pour ne pas se brider dans un premier temps. Un autre point important que vous voyez au milieu de ce graphique, c'est le sujet de l'emploi, puisqu'on a identifié la question de l'emploi comme un des points bloquants de la transition, notamment parce qu'il y a peut-être des secteurs qui ne font pas vraiment partie de l'économie bas carbone de 2050, donc qui doivent décroître. Et donc, qu'une activité décroisse, ce n'est pas forcément un problème. Par contre, que les gens qui sont actifs au sein de cette activité, de cette économie, retrouvent un emploi et ne soient pas victimes de la transition, c'est quelque chose qui est important si on veut qu'elle se passe bien dans une approche juste, en fait. Donc, on a aussi regardé de manière assez détaillée ce sujet de l'emploi pour faire un petit peu le bilan de la transition et pas regarder seulement combien d'emplois sont créés par une économie verte. Comme je le disais tout à l'heure, on le fait aussi avec ce prisme de double contrainte carbone, donc simultanément d'urgence climatique et de résilience face à l'approvisionnement fossile. Là, l'actualité me donne malheureusement un petit peu raison. Et pour ça, je vous renvoie aussi à d'autres travaux du Shift Project qui, pour l'instant, constatent que les principaux fournisseurs d'énergie fossile de l'Europe vont voir leur production baisser dans la décennie prochaine, d'ici 2030-2035. Et donc qu'il est probable qu'on ait un petit peu des turbulences de ce côté-là, sachant que ça alimente toute notre économie. On les a déjà un peu, les turbulences, là. Oui, mais des turbulences qui ne seront pas liées seulement à la géopolitique, mais aussi à la physique de l'exploitation des puits de pétrole, voilà, qui va probablement décroître. Voilà pour les points méthodologiques qui ont un petit peu structuré notre démarche. Je vais du coup vous présenter rapidement un état des lieux, des grands constats structurants pour le secteur, avant de passer directement aux axes de transition qu'on propose. Donc, le grand point d'état des lieux, c'est qu'on est sur un secteur sur lequel on a quand même des politiques qui sont mises en place depuis, disons, une quinzaine d'années maintenant, grosso modo, relativement sérieusement. Il y a quand même des moyens qui sont mis. Cependant, il y a des émissions qui baissent grâce à la décarbonation des réseaux énergétiques, notamment l'électricité, les réseaux de chaleur qui se décarbonent assez bien. Il y a des efforts qui sont faits sur l'efficacité énergétique. Ça fait un moment quand même qu'on fait de l'isolation des bâtiments notamment, qu'on améliore au fur et à mesure les systèmes énergétiques. Mais ces baisses-là, elles sont contrecarrées par d'autres tendances qui sont liées notamment à la démographie. La population continue d'augmenter. Il y a ce qu'on appelle la décohabitation. Et il y a du coup aussi des surfaces par personne qui continuent d'augmenter. Donc globalement, la surface du parc augmente. Il faut aussi savoir que le parc inoccupé, donc je mets là-dedans les logements vacants et les logements secondaires, il augmente aussi un petit peu plus rapidement. Et donc on a globalement des contre-effets qui font que les émissions baissent beaucoup moins vite que ce qu'il faudrait. Donc là, c'est pour ceux qui connaissent, en Scope 2, on a fait entre 90 et 2015, moins 16%. En Scope 1, on n'a fait que moins 5%. Et moins 5%, c'est la baisse qu'il faudrait faire annuellement. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout au bon rythme sur ce sujet-là. Et le deuxième grand constat, c'est que c'est un secteur qui est assez difficile, notamment parce que les décisions sont très très diffuses. Alors ça, c'est quelque chose qui vous concerne moins, puisque vous êtes des acteurs centralisateurs, avec une logique économique, une capacité, enfin une logique de gestionnaire, même une capacité à planifier à long terme l'entretien du parc. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, des ménages qui sont propriétaires dans les maisons individuelles, ce qui fait que l'action est très difficile à déclencher dans ce secteur, en tout cas plus que dans des secteurs industriel où on a une vraie économie de flux. Là, on a un gros effet de stock avec des bâtiments qui existent et qu'il faut réussir à retaper. Comme je le disais, du coup, ce constat-là ne vous concerne pas directement et ça se ressent
dans les chiffres, à savoir que ce qu'on voit sur ce petit graphe que j'ai piqué au rapport RTE, c'est que le parc des bailleurs sociaux est en bien meilleur état en moyenne que le parc moyen français, et en particulier que le parc des bailleurs privés. Cependant, ce qu'on voit aussi sur ce parc, c'est que la gaussienne, enfin la répartition des étiquettes énergie, elle tire plutôt vers en dessous du D, donc en dessous de la médiane qu'on avait anticipée à la base, que vers la performance du A et B, alors que tous les logements neufs qu'on construit depuis 15 ans, ils sont dans ces catégories A, B, C. Donc c'est pour dire que globalement le parc ancien est quand même assez dégradé et donc il y a besoin d'une action assez vigoureuse, d'autant plus quand on voit, deuxième graphe pliqué à RTE, qu'aujourd'hui en moyenne, plus de la moitié des logements français restent chauffés à l'énergie fossile. Donc aujourd'hui il y a des turbulences sur tout simplement le coût des énergies fossiles. Plus de la moitié des ménages y sont exposés en plein hiver. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui concerne directement les bailleurs, puisque c'est un des parcs dans lesquels il y a le plus de chauffage au gaz, notamment. Et Dieu merci, pas trop de fioul. Donc voilà un sujet sur lequel il y a des capacités d'action, mais il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, dernier point qui n'est pas au centre de notre analyse, ça ne fait pas partie de notre spécialité, on est plutôt des ingénieurs qui se concentrent sur la physique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des enjeux économiques et sociaux qui sont vraiment très importants derrière le logement, mais ça je pense que vous le savez. Premier exemple pour illustrer ça, le sujet de la précarité énergétique, qui est un sujet absolument massif en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça touche 12 à 20% des Français selon la façon dont on compte, donc une douzaine de millions d'individus dans les acceptions les plus larges. Et puis enfin le sujet du budget du logement, et notamment du budget préengagé, celui qu'on ne peut pas renégocier, celui sur lequel on n'a pas d'élasticité, puisque ça en occupe là quasiment 2/3 chez les ménages les plus modestes. Donc voilà pour ces grands constats. Après, il y a évidemment d'autres sujets qui interagissent avec cette trajectoire, notamment bien sûr le sujet zéro artificialisation nette et un tas d'approches comme ça aussi sur les matériaux, etc. Mais je ne détaille pas dans le temps d'aujourd'hui. Je vous renvoie au rapport si tout ça vous intéresse. Donc 4 grands axes proposés par le plan de transformation. Le premier, celui de la rénovation énergétique du parc, qu'on a appelé globale et performante, parce qu'il y a une façon spécifique de la faire, et j'en parlerai après. Le sujet de la décarbonation spécifiquement de la chaleur, qui est le sujet important dans le logement. En troisième, la décarbonation du geste constructif, voire même la mobilisation du bâtiment comme puits de carbone, comme contribution au stockage de carbone. Et enfin, la question de la quantité de construction neuve, dont on verra que si elle n'est pas forcément un sujet à court terme, en tout cas pas dans le même sens, elle est plutôt un sujet à la hausse à court terme, à long terme, la question de la baisse se pose. Alors, premier point, massification de la rénovation énergétique globale et performante. Ce qu'on voit sur cette diapo, c'est une rupture de pente très importante en fait dans la petite courbe en pointillé qui concerne le nombre de rénovations globales et performantes qui sont effectuées chaque année et du coup forcément dans l'état du parc tel qu'il est chaque année derrière, puisque il faut arriver en 2050 à un parc qui est quasiment uniquement dans ses étiquettes vertes A, B, C, alors qu'aujourd'hui, c'est à peu près un tiers du parc qui est dans cet état-là. Chaque année, on fait un grand nombre de rénovations. Je pense que vous êtes au courant. Le gouvernement parle beaucoup, se félicite du nombre de dossiers sur MaPrimeRénov', etc. Seulement aujourd'hui, on fait des rénovations par geste dans la majorité du parc. Encore une fois, ça concerne moins les projets des bailleurs qui ont la capacité de planifier, de coordonner et puis de s'entourer d'AMO, d'ingénierie pour avoir des projets ambitieux. Mais dans le gros du parc, on fait des rénovations par geste, c'est-à-dire on vient changer la chaudière quand elle est cassée, on vient remplacer les fenêtres, c'est assez typique, ou alors on vient souffler de l'isolant dans le grenier, etc., mais sans vision globale sur le logement. Ce qu'il faudrait, dans l'idéal, c'est faire tous ces gestes de travaux qui adressent l'ensemble des postes de travaux du sol au plafond en passant par les systèmes énergétiques en même temps.
parce qu'il y a une logique de coordination pour la performance des enveloppes, question de pont thermique, d'étanchéité à l'air, et puis de codimensionnement entre les performances d'enveloppes et des systèmes. Donc ça, sur le plan technique, ça ferait beaucoup plus sens et ça permettrait d'effondrer vraiment les consommations énergétiques, là où aujourd'hui la baisse était, on le disait tout à l'heure, insuffisante. Donc ça veut dire qu'il faut condenser ces gestes de travaux en un nombre restreint d'étapes cohérentes et ça nécessite notamment de restructurer le système d'aide. Deuxième sujet, la décarbonation de la chaleur. Il faut changer massivement de système énergétique. Dans l'individuel, ça passe globalement beaucoup par la pompe à chaleur, qui nous permet d'aller exploiter de l'énergie renouvelable directement dans l'environnement autour de nous, dans l'air, dans le sol, grâce à une énergie, elle, qui est décarbonée, l'électricité, et d'utiliser moins d'électricité que du chauffage Joule, et du coup aussi de réduire les factures. Dans le collectif, ça passe beaucoup par les réseaux de chaleur, un petit peu par le bois. Et là, ce sujet des réseaux de chaleur, il est important parce que même si on arrive à les décarboner très vite, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne s'y raccorde pas du tout assez vite. Et là, pour le coup, je pense qu'au niveau des bailleurs, vous avez vraiment un rôle à jouer, notamment en partenariat avec les collectivités et avec les opérations d'urbanisme. Mais en tout cas, il y a un tas de contraintes organisationnelles, moins que techniques, qui sont dans la synchronisation des opérations bâties et urbaines qui sont à surmonter. Voilà, tout ça, ça aboutit à une trajectoire sur le parc existant qui est vraiment ambitieuse, hein, c'est vraiment en rupture par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et ce que montre cette diapo, qui est un peu un work in progress, mais ce qu'elle montre, c'est que ça ne nous amène pas à une marge énorme par rapport à la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. On est sur le chemin qui est prévu par la stratégie nationale bas carbone. Donc c'est-à-dire que si on veut pas passer à côté de la transition, c'est une trajectoire de ce type-là qu'il faut suivre. Après, on peut discuter de est-ce que c'est 700, 800, 900 000 logements à rénover par an, mais on est vraiment dans des ordres de grandeur comme celui-là. Le sujet du geste constructif, là, sur la partie du bâtiment neuf, j'en parle vraiment très rapidement parce que je pense qu'avec la RE 2020, tout le monde commence à avoir ça bien en tête. Je rappelle juste que, même si ces chiffres sont peut-être un petit peu optimistes, la rénovation a un impact beaucoup plus faible que la construction en termes de quantité de carbone émis à construction, donc émis à date, et aussi en termes de quantité de matière mobilisée. C'est aussi beaucoup lié à la façon dont on construit aujourd'hui. Donc cette façon de construire, elle va se transformer sous l'effet de la RE 2020, qui a l'avantage d'être pour une fois une loi qui est en phase avec cette stratégie nationale bas carbone. Et du coup, je me laisse un petit peu plus de temps pour parler de la quantité de construction, puisque la décarbonation du geste constructif, dans un certain nombre de secteurs, on a fait l'exercice sur le ciment, ne suffira pas complètement à respecter notre trajectoire. C'est-à-dire qu'il faudra aussi de la sobriété, entre guillemets, pour parvenir à ces trajectoires. Et dans le logement, ça tombe, entre guillemets, plutôt bien, dans le sens où ce qu'on constate quand on regarde les données démographiques, c'est qu'à partir de 2030-2035, la démographie est moins vive. Donc la population continue de croître, le nombre de nouveaux ménages continue d'augmenter, le nombre de ménages continue d'augmenter, pardon, mais ce nombre, il augmente moins vite chaque année entre 2035 et 2050. Donc ça, c'est la petite courbe en filaire qu'on voit au milieu. Aujourd'hui, chaque année, il y a à peu près 240 000 nouveaux ménages en France chaque année. En 2050, il y en aura moitié moins. Ça, c'est le premier déterminant de la demande en logement neuf, du besoin en logement neuf chaque année. Donc, on peut anticiper qu'il y ait une réduction de cette demande et donc du nombre de logements qu'on doit construire chaque année. Et d'ailleurs, il y a d'autres stratégies qui l'ont vu, notamment la stratégie nationale bas carbone. Attendez, excusez-moi, parce que ce que vous dites est important. Vous nous dites on prévoit, il faudrait construire moins dans les décennies qui viennent. Alors, pour l'instant, ce qu'on voit là sur le début de la courbe, c'est que nous, ce qu'on prévoit, c'est qu'à peu près jusque 2030-2035, la trajectoire, là, 400 000, on construit aujourd'hui à peu près pré-Covid, donc en tout cas, on construisait à peu près 400 000 nouveaux logements chaque année. Et donc, ce qu'on prévoit, c'est qu'il faut continuer, il faut maintenir cette trajectoire-là, au moins jusque 2030-2035, tant que la démographie reste au même rythme qu'aujourd'hui, et aussi tant que l'économie continue à se métropoliser comme elle le fait aujourd'hui. Parce que ce que vous voyez là, ce que matérialise la petite flèche sur la partie gauche de mon graphique, c'est le différentiel entre le nombre de nouveaux ménages chaque année et le nombre de nouveaux logements. Pour 240 000 nouveaux ménages, je disais tout à l'heure, on construit 400 000 nouveaux logements. Et ça, c'est lié très largement au fait que le stock de logements qui existe aujourd'hui n'est pas forcément aux endroits qui sont attractifs. Donc, en particulier, les métropoles aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire sur le Covid, ça reste les grandes villes qui restent attractives. Et donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de ménages qui bougent à grands traits de la ruralité vers les villes. Et à partir de 2035, donc, vous prévoyez
un tassement de la démographie et du nombre, en tout cas, de logements qui vont être demandés. Ouais, ce que prévoit cette trajectoire, qui est notre scénario médian, c'est juste un business as usual où l'économie continue à se métropoliser un peu comme aujourd'hui. Et le nombre de la démographie baissant, le besoin en construction baisse. Si on s'imagine aussi en lien avec d'autres secteurs du plan de transformation comme l'agriculture où on remet des emplois, comme certains secteurs industriels où on recrée des emplois aussi, qu'il y a des zones qui sont plus rurales, qui deviennent plus attractives, ça veut dire qu'on est aussi capable de réhabiter des logements qui aujourd'hui sont des résidences secondaires ou sont inoccupés. Et donc peut-être que cette demande, ce besoin en logement neuf, il décroît en fait encore plus bas que cette trajectoire qui est un petit peu sécure, business as usual. Voilà. Ça, c'est les grands constats et qui sont plutôt à horizon 2050. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plutôt une pression à la demande, notamment sur les logements sociaux, en particulier dans les métropoles. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer, d'où la continuation de cette trajectoire jusque 2035. Voilà. 3 minutes. Et ben, j'ai fini quasiment. Je rappelle juste, du coup, avec cette petite diapo qui montre les trajectoires qu'on prévoit jusque 2050, que les sujets à la fois du geste constructif et à la fois de l'usage des bâtiments sont à traiter conjointement parce que, en fait, en ordre de grandeur, on est sur des émissions de carbone qui sont comparables. On retrouve ici en noir, en filaire, la courbe de la baisse des émissions carbone que je comparais tout à l'heure à la stratégie nationale bas carbone. Et puis, en bleu et orange, les émissions liées à la construction et à la rénovation qui doivent baisser donc déjà jusque 2035 et si possible après aussi. Avec une prolongation, une continuation de la RE 2020. Tout ça, en tout cas, ça nous amène, après transformation, à un parc de logement qui est en bien meilleur état, à une réduction drastique de la précarité énergétique, et puis à du coup des logements qui permettent aux habitants d'être en meilleure santé. Et globalement, il n'y a que des co-bénéfices en fait dans cette trajectoire, si ce n'est l'investissement qui va être nécessaire pour la mener, à la fois en termes de financement, pour lequel il faut trouver du coup des solutions innovantes. On est plusieurs acteurs à y travailler, et à la fois sur la question de l'investissement en fait en temps personnel. Alors chez vous, c'est plutôt du temps professionnel qu'il va falloir mettre dans ces projets-là, mais aussi pour tous les particuliers qui vont devoir rénover leur maison, il y a pas mal de temps à passer. Voilà. Et peut-être dernière conclusion sur l'emploi, parce que je vous ai dit que c'était un des focus du plan de transformation. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une grosse restructuration de l'emploi. Aujourd'hui, à peu près 1 million d'emplois manuels dans le bâtiment, dans le logement, pardon, qui sont répartis moitié-moitié entre entretien et entre construction. Et ça se restructure avec une petite perte d'emploi liée à la construction neuve et une augmentation d'emploi liée à la rénovation. Et ça se restructure du coup en faveur de la rénovation à 75-25%, on va dire à peu près. Merci beaucoup, voilà Rémi Babu. Il me reste juste peut-être le temps de vous poser une question. Vous êtes en face de constructeurs. Qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce qu'il vaut mieux détruire pour reconstruire bas carbone ou rénover, restaurer des bâtiments qui ont été construits dans les années 70-80 et pas forcément avec des normes qui sont acceptables aujourd'hui? Alors ça, c'est une excellente question. Eh bien, voilà, c'est ma spécialité. Qu'on s'est posé aussi dans le cadre du plan de transformation. Là-dessus, il n'y a pas forcément... Enfin, je peux vous donner des grandes lignes, mais il n'y a pas forcément de réponse universelle. C'est-à-dire que, typiquement, je vous encourage à aller voir des acteurs comme des entreprises comme celle pour laquelle je travaille par ailleurs, pour faire vos stratégies bas carbone et prioriser en fait vos entretiens et vos rénovations sur le parc et vos stratégies, enfin en lien avec les stratégies de construction. Mais globalement, il vaut beaucoup mieux rénover pour les raisons qu'on évoquait ici d'impact. Par contre, il y a des cas où ça va se justifier de démolir, reconstruire, notamment si on regarde juste le carbone, mais on peut aussi penser aux enjeux urbains, etc. Mais si on regarde juste le carbone, par exemple, dans des logements dans lesquels on ne va pas réussir à sortir des énergies fossiles après rénovation. Je pense notamment à tout le parc de logements collectifs dans lequel on a des chaudières gaz individuelles où de manière technico-économique, c'est très difficile de rénover en sortant des énergies fossiles. Et dans ces logements-là, la question se pose assez sérieusement puisque en cycle de vie, on va être sur des bilans qui sont plutôt favorables à la déconstruction, reconstruction de peu. Donc la réponse, c'est ça dépend. Applaudissements pour Rémi Babu.
du Shift Project, merci beaucoup. Vous allez pouvoir donc rejoindre la salle et puis effectivement, vous laisserez votre mail sur le site s'il y a des questions, des précisions à avoir. Je suis sûr que vous répondrez avec grand plaisir aux représentants des ESH. Avant notre table ronde, je vous propose de découvrir un petit film tout de suite, justement, sur l'écologie urbaine. La Fédération des ESH développe de multiples actions en faveur de l'écologie urbaine. Ces projets, financés par le Fonds pour l'innovation sociale, sont vecteurs de lien social, de sensibilisation au développement durable et participent à la requalification des espaces extérieurs. Ici, à Aulnay-sous-Bois, un jardin partagé a remplacé un grand espace autrefois délaissé au pied des immeubles. Les habitants s'y retrouvent et cultivent ensemble un certain art de vivre. Moi, je plante des choux, et puis pommes de terre, et puis tomates, concombres, tout ça, qu'on mange nature. Mais c'est pas comme quand tu achètes quelque chose, le goût, c'est pas pareil. Déjà, c'est bio, déjà. Et ça vient de notre effort. On discute, on partage en plus. Moi, j'ai des trucs que je plante, et puis je donne mes collègues, eux aussi me donnent, on partage. On est en famille, quoi. Et l'objectif, c'était vraiment de redonner aux adultes du quartier l'espace extérieur, parce qu'on avait à un moment donné cet endroit-là qui était complètement abandonné, aussi bien de la ville que du bailleur. Ils ne savaient pas quoi faire avec, et c'était vraiment les jeunes qui tenaient cette rue-là, et c'était presque un passage interdit pour tout le monde. Donc l'idée, c'était de redonner de la vie en fait au quartier. À Besançon, un jardin partagé intergénérationnel permet aux habitants d'en faire un véritable lieu de rencontre et d'apprentissage des bonnes pratiques écologiques. Chaque fois que je viens jardiner, il y a toujours des gens qui passent, avec qui on échange. C'est vraiment, je dirais, un prétexte à entrer en relation. Comme sur beaucoup de quartiers, on a des liens qui se distendent entre les gens. Donc un des objectifs, c'est ça, c'est pouvoir recréer du lien entre les gens, vieillissants d'un côté, des populations jeunes d'un autre côté qui arrivent, qui n'ont pas forcément non plus cette envie naturelle d'aller vers des populations un petit peu différentes. On apprend à se connaître. Chose qui ne se faisait pas là. Moi, je suis ici depuis 24 ans et ça ne se faisait pas avant. Donc, c'est de l'écologie et puis créer du lien. J'ai rencontré du monde, je me suis fait des amis et puis ça m'a changé la vie tout simplement. Voilà. Lutter contre l'isolement et cultiver ensemble. Quand une parcelle enclavée devient la place du village, c'est à la Bastide Saint-Pierre que ça se passe. Au départ, c'est de créer donc un espace dédié quelque part à l'écologie, dédié culture urbaine, dédié aux habitants qui puissent effectivement avoir une nourriture saine, plutôt que d'aller acheter des produits qui viennent de l'autre côté de la planète, d'impacter les gaz à effet de serre, etc. Et c'est aussi de créer du bien vivre ensemble, du lien social et de permettre aux gens de se rencontrer autour d'une activité. J'ai fait la connaissance de toute la résidence ici, mais je ne connaissais personne. C'est important de garder de la terre pour nourrir les gens, parce qu'effectivement on voit des agglomérations qui grandissent de plus en plus, des villes qui s'étendent, des maraîchers qui s'éloignent des habitants. Il faut sortir de cette logique-là, et effectivement les jardins partagés participent à ce mouvement-là, qui est de produire au plus près des habitants de la nourriture. La responsabilité sociale et environnementale de la Fédération des ESH s'illustre à travers tous ces projets répondant aux besoins des territoires et des habitants. Ils participent pleinement à la cohésion sociale et au renforcement des liens humains. Pour ce petit film, je vais tout de suite demander à Jean-Pierre Choël, Francis Stéphan, Olivier Barry et Claire Goudineau de venir me rejoindre à cette tribune pour notre première table ronde. Venez, venez, approchez sans haine et sans crainte. Alors, je vous les présente brièvement.
Jean-Pierre Cheval, secrétaire général de la Fédération des ESH, directeur général de Promocil à Maubeuge, Francis Stéphan, président de commission RSE et directeur général de Domo France, Olivier Barry, directeur général des foyers de Seine-et-Marne, c'est le groupe Arcade Vive, et puis Claire Goudineau, directrice générale de RATP Habitat. Vous avez raison, on va se rapprocher. Hein. Et puis avec nous en visio, Valérie Fournier, vous êtes toujours là, Valérie? Oui, je suis toujours là, Olivier. Bon. Première question, premier tour de table. Je voulais vous faire réagir quand même aux propos de Rémi Babu. Non, mais je pense que les propos de Rémi Babu, ils ont plusieurs avantages. Ils ont d'abord l'avantage, je trouve que cette période, finalement, elle nous oblige à aller au-delà, en fait, de ce que les prêts réglementés ou les tendances, en tout cas, de campagne de prêts nous flèchent pour avoir une vraie stratégie globale. Et c'est ce qu'il a dit, en fait. Il a dit rien n'est... Et après, je trouve que ce qui est intéressant dans la démarche bas carbone, c'est justement qu'il n'y a pas de solution toute faite et que ça redonne à chaque entreprise la possibilité de choisir ses solutions en étant consciente des impacts que cette solution a et donc en étant dans un système un peu d'acceptation parfois de l'impact parce qu'il y en a besoin, c'est ce qu'il a dit sur la construction neuve ou sur la déconstruction, et en même temps de se dire qu'on est responsable de l'équation globale et que cette équation globale doit être vertueuse. Donc je trouve que c'est pour en tout cas les DG de SH et pour les gens qui soient au patrimoine chez nous ou à la construction, c'est un vrai nouveau champ d'expérimentation qui est très intéressant en soi parce que ça permet d'avoir une stratégie. Francis Stéphan? Oui, juste un mot. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que on voit bien qu'aujourd'hui, comme l'a évoqué Valérie, dans l'approche, on est sur une approche qui se veut globale. Et jusqu'à aujourd'hui, nous regardions la question sous l'angle énergétique et de la consommation. Et en réalité, la quittance de nos locataires. Aujourd'hui, on doit passer un seuil qui est le seuil vers le climat. Et ça veut dire qu'on passe des consommations énergétiques au gaz à effet de serre. Et donc, comment passe-t-on de l'un à l'autre sans oublier le premier? Et c'est ça le gros sujet qu'on a devant nous. Et je crois que ça va être l'objet du débat et de la table ronde. Mais en tout cas, ça a été bien posé. L'un ne doit pas nous permettre d'oublier l'autre. Olivier Barry. Moi, j'aurais bien posé une question à Rémi, parce qu'il va partir tôt, mais on est à la veille d'une élection présidentielle importante et on sait malheureusement au travers de l'actualité que notre système énergétique, très orienté sur l'énergie fossile, est probablement un peu contraint ces derniers temps. Quel sera en tout cas le système énergétique vers lequel nous allons post-élection, notamment quand on sait qu'il nous faut à peu près 30 ans, me semble-t-il, pour changer d'un modèle vers un autre. On retrouve aujourd'hui, en tout cas, beaucoup d'intérêt sur l'utilisation du nucléaire, en tout cas comme énergie pilotable et décarbonée. Quelle certitude nous pouvons avoir sur des investissements à long terme de la solution énergétique qui nous sera proposée à terme? Et ça, c'est une vraie question, me semble-t-il, pour notre avenir. Alors ça, c'est une première, si vous voulez. Moi, j'ai fait beaucoup de tables rondes. Je n'avais jamais assisté à une table ronde où les intervenants interrogent la salle, si vous voulez. Mais il faut être prêt à tout dans la vie. Donc, Rémi Babu, vous avez le micro, vous pouvez répondre. Ouais, alors effectivement, c'est une bonne question et on est pas mal à se la poser. Et en fait, en tout cas, il y a des certitudes, même si je suis pas dans les arcanes décisionnels de nos grandes stratégies énergétiques, mais déjà, premièrement, le sujet du gaz, ça c'est un intangible, c'est-à-dire que si on veut arrêter d'émettre des gaz à effet de serre, il faut arrêter de brûler des énergies fossiles. Le gaz, c'est majoritairement du gaz naturel. On va produire du biogaz qui sera renouvelable, qui sera sans émission de gaz à effet de serre à horizon 2050, mais l'enveloppe pour ce biogaz, notre capacité à le produire reste restreinte parce qu'il y a de la consommation de sol, il y a des compétitions avec les usages alimentaires éventuellement, et donc on ne pourra pas en produire beaucoup. Donc il faut en sortir au maximum et n'en garder que sur ces quelques logements où on n'arrivera pas à en sortir, je le disais. Ah si, pardon. Voilà.
Deuxième chose, effectivement, l'électricité, on va beaucoup reposer dessus pour décarboner. On le voyait ici à travers les pompes à chaleur. L'électricité va beaucoup alimenter les pompes à chaleur, un petit peu de chauffage à effet Joule, et puis d'une manière générale, tout un tas de services autour de ça. Donc globalement, la consommation d'électricité nationale, quoi qu'il arrive, va augmenter. Et donc il faut qu'on arrive à mettre en place un système électrique de production qui permettent de continuer à produire l'électricité décarbonée et même qu'elle se décarbone encore plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on reste autour de 60 grammes par kilowattheure d'énergie. Le Shift Project, parce que la question, évidemment, vous avez l'habitude. Ouais. Hein. Oui, j'ai l'habitude. Après, moi, je ne suis pas le spécialiste de cette question-là au sein du Shift Project. C'est-à-dire que notre approche au Shift, c'est plutôt que le sujet de l'électricité, déjà, c'est 25% de l'énergie qu'on consomme. Le vrai sujet, il est sur les 75 autres pourcents qui sont en fait, eux, quasiment à 100% de l'énergie fossile. Donc la vraie difficulté et les vrais problèmes qu'on va avoir pour transformer le système, elles sont là. Le sujet de remplacer le parc de production nucléaire actuel par un parc renouvelable et ou nucléaire et à combien de pourcents chacun, c'est pas la vraie difficulté. C'est-à-dire c'est une question technique qui est importante sur plein d'aspects, mais c'est pas là qui est la vraie difficulté de la transition énergique. Bon, vous répondez pas complètement, mais pas après, grave. moi, vous avez le droit. Hein, je peux vous donner mon point de vue de manière très concrète. Moi, je suis plutôt... en fait, disons, mon point de vue, c'est que j'ai pas vraiment de point de vue. Je laisse le sujet du nucléaire ou des renouvelables aux experts. Et je veux dire, ce débat, il est très très technique. Aujourd'hui, il fait rage entre des gens comme RTE, un certain nombre de chercheurs très pointus, pour savoir est-ce qu'on peut faire du 100% renouvelable ou pas sur le réseau électrique. Et ce débat-là, moi, j'estime ne pas avoir forcément les compétences pour aller dire des choses plus pertinentes que ces gens-là. Par contre, j'essaye de mettre mes compétences au service de la décarbonation des fameux 75% restants qui sont tout aussi compliqués. Non, mais vous avez parfaitement le droit de dire que vous n'êtes pas compétent pour répondre à une question voilà, que tout le monde se pose et sur laquelle tout le monde dans ce pays a une réponse, mais pas le Shift Project. C'est pas grave du tout. Merci en tout cas à Rémi Babu. Il y a des gens au sein du Shift qui ont une réponse, mais c'est pas moi. Claire Goudinot, un petit mot de réaction peut-être avant qu'on parle du siège que vous avez quand même construit. Bah, écoutez, peut-être que ça peut être une transition, parce qu'en fait, ma réaction, c'était celle de la sobriété aussi, hein, dans les constructions neuves. Et donc nous, si je peux donc commencer sur l'expérience que l'on a vécue, c'est que finalement, on a eu la chance, on n'avait pas le choix de démolir notre ancien siège social pour en faire un nouveau qui soit un peu le symbole, disons, de notre engagement, justement. Et voilà, je cherche la diapo. Montrez-le-nous, oui. Il est où voilà. D'abord, ce siège social? Alors, ce siège social, il est porte de Bagnolet, donc à Paris, 20e. Et en fait, on avait d'anciens bureaux des années... Vous étiez Gare de Lyon, c'est ça? Non, c'est la RATP qui est Gare de Lyon. Nous, on a un siège à nous tout seuls, porte de Bagnolet. Voilà. D'accord. Donc on avait des bureaux qui étaient construits dans les années 70, qui ne convenaient plus du tout. Et puis pour différentes raisons, on l'a démoli. Et donc on a réfléchi à ce qu'on voulait faire. Vous avez fait le choix de démolir plutôt que de rénover. Bah, c'est intéressant. Mais pour une bonne cause, puisqu'en fait on a fait un siège entièrement éco-responsable. On n'a pas démoli le sous-sol, on a juste démoli la superstructure. Et donc on a un siège qui est entièrement éco-responsable, en structure bois, avec des poutres en bois qui reprennent donc toutes les fondations du sous-sol en élévation, qui évidemment est très sobre énergétiquement, qui est isolé à la laine de bois, enfin bon, voilà, et chauffé par des panneaux photovoltaïques et des pompes à chaleur. Mais surtout, ce que l'on a souhaité faire, c'est faire comme une 5e façade en fait végétale. Et aujourd'hui, donc nous avons dans ce siège 1200 mètres carrés de surface végétalisée. Et lorsque la dame tout à l'heure disait en fait tout simplement ça change la vie,
C'est un peu là-dessus que je voulais réagir, en disant que pour nous, c'était un enjeu expérimental, c'était vraiment un engagement fort parce que le groupe est très engagé dans la transition énergétique. Mais on se rend compte que lorsque une grande partie de son siège est végétalisée, que vous avez, donc on a un toit qui est consacré entièrement à un jardin potager et un verger, et donc qui est dédié à l'agriculture urbaine. Et vous consommez vos produits Alors oui, voilà. Donc en fait, on a fait appel à une association qui vient nous aider à cultiver ça, qui propose aux collaborateurs qui le souhaitent de jardiner. Donc entre midi et 2, de pouvoir aller jardiner une demi-heure entre 2 réunions. Le midi, de manger vos légumes et vos fruits. De partir le soir, enfin quand vous êtes en réunion, vous avez un mail qui dit, de l'accueil qui dit les fruits et légumes du jour sont en bas, si vous voulez servez-vous. Vous rentrez chez vous le soir et vos enfants disent mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait c'est un concombre citron, je connaissais pas. Bah non, moi non plus. On goûte? Ouais, on goûte, ok. Parce qu'ils sont gratuits, enfin ils sont... Oui, bien sûr, oui, tout à fait. On aurait pu imaginer pour le moment, en fait on est entré au mois de mai, donc on a assez peu de recul, c'est encore un outil qui est on va arriver à la pleine saison, là. On va arriver à la pleine saison. Et du concombre au citron. En fait, ma réflexion, c'est de dire qu'on s'est rendu compte que, bon, évidemment, il y a un potentiel absolument énorme, mais surtout que ça change les usages. Au-delà du travail, j'entends, ça change la manière de se rendre compte de la place de l'environnement dans notre vie quotidienne. Et quand vous avez toutes les équipes de maîtrise d'ouvrage, toutes les équipes de gestion locative qui sont baignées là-dedans, eh bien, je peux vous dire que ça aide aussi à s'engager dans une démarche ISO 50001, que ça aide quand on parle d'éco-construction et quand on parle de la rénovation énergétique de notre parc. Je pense que les gens aujourd'hui sont encore plus engagés qu'ils ne l'auraient été. Claire Goudinot, je vais me faire l'avocat du diable, parce que c'est mon boulot. Est-ce que tout ça, c'est pas un gadget? Ben non. Non, venez. Alors, autre question, est-ce que vous ne craignez pas que, à l'issue d'une première année où l'enthousiasme va être général pour le concombre au citron, tout ça, ça décline mois après mois, et que dans 2 ans, vos jardins potagers soient plus Oui, non, mais bon, parce que là, on parle du siège social, on m'a demandé de parler de ça. Mon métier de bailleur, c'est évidemment dédié aux locataires. Là, je vais vous parler de en quoi un siège, tout de même, peut changer dans l'organisation du travail, l'importance d'un engagement en faveur de l'environnement. Alors là où je vais vous dire ce n'est pas un gadget, c'est qu'en fait, donc les toits, comme je vous l'ai dit, sont dédiés à de l'agriculture urbaine et à des vergers. Ça fonctionne tellement bien, enfin je trouve ça tellement extraordinaire quand on voit juste les collaborateurs administratifs s'impliquer là, quand on voit donc ce qui s'est passé pendant le confinement et les jardins partagés que l'on a créés tous les uns les autres. La dame disait ça change la vie tout simplement. Bah oui, c'est vrai, on l'a vu pour nos locataires, avoir des espaces partagés, cultiver leurs légumes, ça change la vie. Donc nous avons aujourd'hui une réflexion, une démarche qui est de faire de notre siège une école de formation pour les gardiens des ESH, qui pourraient donc venir se former en agriculture urbaine ici à Paris 20e. Voilà. Et ça, je pense que ça a du sens. On va au-delà du gadget. Non, mais je sens que je vous ai fâché avec ma question. Non, vous ne m'avez pas fâché, c'est bien de me titiller. Je vous sens parce que, fâché. Vous savez, c'est sûr qu'on est toujours même gêné de communiquer, tellement l'outil est beau, et en se disant « Ah mais oui, on est une ESH, attention, on n'est pas là pour frimer ». Et je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est vraiment un outil aujourd'hui qui va bien au-delà d'un affichage et qui concrétise un engagement d'un groupe. Francis Stéphan, je vous sentais avoir envie de réagir à ce que disait Claire Goudinot. Oui, je ne voulais pas me fâcher avec vous, donc j'ai employé le mot gadget également. Mais on a besoin de symboles, et c'est là où vous avez raison, mais on y reviendra. Ça n'a de sens que si derrière, on le traduit dans une politique globale pour son entreprise. Si ça s'arrête à produire 3 concombres et 2 fraises, c'est sympathique.
mais je ne suis pas sûr que ça impacte beaucoup l'enjeu carboné de notre société et de l'entreprise. Si ça sert de point d'appui pour avoir une stratégie et une évolution de la culture d'entreprise, et c'est ce que j'ai compris, là on est vraiment dans quelque chose qui va permettre de construire du sens et une stratégie globale pour l'entreprise. Et donc je crois qu'on a intégré cette dimension-là. Jean-Pierre, oui, allez-y Claire Goudineau, si vous voulez, attendez, la parole est libre. Alors attendez, regardez, vous voyez, on va vous filer, on va dire que ça c'est votre micro, vous voyez, regardez, celui-là, ça va être, ouais, alors si vous changez l'ordre, ça va les perturber en régie, mais c'est pas grave, ils vont, voilà, regardez, voilà, comme ça on garde bien l'ordre. Voilà, vous avez chacun votre micro. Non, mais du coup, c'est free Covid. Puisqu'on parle d'engagement et de gadgets, donc du coup, excusez-moi, mais j'enchaîne sur le fait que si on a fait ça, c'est aussi parce qu'on est dans un groupe qui est très engagé dans la transition énergétique. Le groupe RATP, c'est le 3e transporteur mondial. Voilà. Donc la transition énergétique, pour lui, c'est un sujet absolument majeur. Et là, il est dans une phase qui est inédite de transformation totale de tout son matériel roulant et de transformation de tous ses équipements industriels. Donc, cette phase de transition qu'il vit depuis à peu près 8 à 10 ans lui a servi à se demander ce qu'il en faisait, justement. Et donc là où, hier, vous aviez un foncier qui était un foncier servant, en quelque sorte, sur lesquels vous aviez soit des entrepôts de bus, soit des voies ferrées du métro avec des ateliers, qui étaient ouverts en pleine ville et qui étaient quand même objet de nuisances assez importantes, le groupe RATP a décidé d'en faire des fonciers outils, sur lesquels, en fait, on va construire des bouts de ville et végétaliser. Donc, quand vous dites construire des bouts de ville, c'est... Oui, alors vous voyez ici, c'est une opération emblématique qu'on a livrée il y a 4 ans, à Paris, dans le 14e. Vous aviez avant un dépôt de bus du 19e siècle. Donc, ce dépôt de bus... C'est quoi, c'est celui à côté de la porte d'Orléans? Voilà, c'est ça. Donc, les bus ont été tous électrifiés, les ateliers ont été entièrement refaits. Donc, vous avez atelier, centre de remisage en sous-sol, et au-dessus, on est venu construire 200 logements sociaux, 365 logements pour étudiants, etc., une crèche. Et il y a 7300 mètres carrés de toits végétalisés. Il y a un jardin partagé pour nos locataires de 600 mètres carrés avec des animations qui ont été portées par une association parce que les gardiens ne sont pas forcément formés pour ça. Donc vous voyez, ça fait le lien avec ce que je disais, qui est de se dire, ça c'est essentiel dans la vie des gens et nous mettons en œuvre les moyens de faire la boucle en faisant de notre siège une école de formation pour que les gardiens puissent venir animer ces espaces verts. Voilà, on fait aujourd'hui... Vous voyez, ce sont de grands jardins partagés, 600 mètres carrés en plein Paris. Un autre projet qui est emblématique, c'est rue de Vaugirard à Paris. Le groupe est en train donc de rénover totalement ses ateliers de maintenance du métro de la ligne 12. Eh bien, il a décidé de faire un bout de ville au-dessus. C'est quoi, c'est côté des Nouettes, là, Oui, c'est ça, voilà. Vous voyez, je suis vachement bien à l'actualité de la RATP. Et donc là, pareil, on reconstruit un bout de ville, avec, nous, on va avoir 150 logements sociaux, crèches, etc. Et la totalité est végétalisée. Voilà. Donc l'objectif à 10 ans, c'est 40 000 mètres carrés de surface végétalisée, dont un tiers dédié à l'agriculture urbaine et 2000 logements sociaux. Donc on est quand même dans un engagement qui est un engagement fort et qui n'est pas un gadget, monsieur Delagarde. Voilà ce que vous vouliez dire. Absolument, mais vous avez raison de le dire. Jean-Pierre Choël, quand on parle de ville durable et de ville inclusive, moi je trouve que c'est une idée chouette, vous voyez. Jean-Pierre Choël, peut-être un petit mot de commentaire sur ce qui vient déjà d'être dit, puis vous allez nous parler évidemment de ce contrat de territoire que vous avez signé avec l'État pour votre région de Maubeuge. Oui, merci Olivier. Il fonctionne ? Oui, ça fonctionne. On vous entend, Jean-Pierre Choël. D'abord, je n'ai rien à montrer. Merci. Juste peut-être un témoignage à apporter aujourd'hui. D'abord, très impressionné par les avancées de mes collègues.
Donc Maubeuge fourmille dans le Nord. Je suis venu témoigner d'une démarche territoriale un peu, assez originale, puisque je ne l'ai retrouvée nulle part ailleurs en France. C'est une approche globale, empirique et pragmatique. Je m'explique. Quand en 2018, le nouveau directeur général de la Caisse des dépôts a été nommé, Éric Lombard, nous l'avons reçu en délégation dans les Hauts-de-France. Et nous l'avons titillé un petit peu puisque à l'époque c'était la question de la valorisation du parc et de la rotation du parc et qu'un modèle économique devait s'auto-financer. Et nous avions cette préoccupation de cette transformation et de décarboner. Nous nous posions la question de savoir si dans un monde qui nous était annoncé comme devant être autofinancé, nous avions les moyens de nous décarboner et nous avions les moyens de remplir les objectifs qui allaient nous être fixés. Et donc il nous a financé une étude de modélisation économique d'organismes HLM en territoire détendu, parce que la valeur d'un patrimoine n'est forcément pas la même si on envisage d'avoir une rotation de ce parc et de le valoriser pour pouvoir s'autofinancer dans un territoire détendu qu'un territoire tendu. Et donc avec mon collègue de l'Office public de Laon, et là où ça commence à être global et être intéressant, c'est que c'est deux familles d'organismes HLM qui s'associent pour être maître d'ouvrage de cette étude financée par la Caisse des dépôts. C'est de monter un modèle sur base d'opérations réelles. Nous avons monté un organisme fictif et nous lui avons appliqué l'ensemble des obligations de décarbonation de ce parc pour voir si, en accord avec lui, avec le directeur général de la Caisse, il devait créer, il nous avait ouvert sa direction des prêts, sa direction des fonds d'épargne, pour nous accompagner dans cette étude et savoir si à la fois les produits existaient, mais également est-ce que cet organisme fictif aurait les moyens de mettre en œuvre cette décarbonation. Donc nous avons construit cet outil, nous avons tiré les conclusions que tous les outils financiers existaient à la Banque des Territoires pour accompagner cette transformation, mais il nous fallait un véhicule et un périmètre. Et dans le Nord, Odile est là pour le bassin minier. Les pouvoirs publics ont deux attentions particulières sur deux territoires, qui sont le bassin minier et la Sambre-Avesnois-Thiérache. Et donc il était question de signer un contrat de territoire avec le président de la République, donc défilé de beaucoup de ministres sur le territoire, pas seulement sur le logement mais sur l'emploi, sur la santé, sur la formation. Et nous avons réussi à faire monter le logement au motif que nous avions cette étude assez élaborée qui avait été menée avec la Caisse des dépôts. Nous avons réussi à faire monter les 8 bailleurs du territoire sur ce territoire, sur ce périmètre avec 24 000 logements et ce projet de décarbonation du parc existant et de la mise en œuvre de la RE 2020 sur les constructions neuves. Aujourd'hui, nous en sommes au recrutement d'une directrice de l'innovation territoriale sur lequel nous avons saisi un financement au fonds d'innovation, au fonds social d'innovation de l'Union et la banque, pardon, fonds de soutien, merci. Et la Banque des Territoires va également cofinancer ce poste. Et ce poste va donc nous animer, les 8 bailleurs, sur les 4 à 5 ans qui viennent, en matière de recherche et développement, et en matière de décarbonation. Et sans oublier la création d'une école du bas carbone qui va intégrer sur ce territoire, dans le cadre de ce contrat de territoire avec l'État, qui va intégrer toute la filière construction. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, de cette proportion entre la construction neuve et la réhabilitation en matière de filière construction, mais il y a aussi toute cette acculturation de ces nouveaux textes qui nous sont arrivés, à la fois par les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, les architectes, les maîtres d'œuvre, mais également les entreprises. On a des métiers qui vont disparaître. On ne peut plus installer de chaudière, donc les chauffagistes vont s'occuper du parc existant et de l'entretien. Mais aujourd'hui, c'est plutôt de frigoristes dont on va avoir besoin. Et combien de nos artisans locaux sont compétents
dans ce domaine, assez peu. Et donc, il va nous falloir mobiliser l'ensemble de notre filière construction à travers cette école du bas carbone, animée par cette directrice de l'innovation territoriale, pour pouvoir avoir en face de nos contraintes également une filière construction qui puisse répondre à nos engagements. Voilà ce que j'étais venu témoigner comme opération expérience régionale, territoriale, originale, qui est venue se déposer dans un contrat de territoire. C'est duplicable. C'est duplicable, mais c'est un peu l'idée aussi, à la fois avec la Caisse des dépôts et à la fois avec l'État, c'est d'avoir sur un territoire l'ensemble des bailleurs qui mutualisent leurs gestes de décarbonation. Alors Olivier Barry, on va vous donner la parole dans un instant, évidemment, sur vos retours sur la construction bas carbone, mais je vois Valérie Fournier à l'écran. Je sens que vous avez envie d'intervenir, Valérie. Non, mais je trouve que ce qui a été dit, et en tout cas dans les premiers, mais je vais laisser Olivier partager son expérience, je trouve que ça traduit bien ce que j'avais dit, qui est que il y a plusieurs choses. Il y a le fait que chacun puisse avoir sa stratégie et qu'on voit bien qu'en fait la stratégie bas carbone, comme l'a dit Francis, elle irrigue l'ensemble de l'entreprise et de sa stratégie. Après, elle peut se traduire par des objets emblématiques, comme par exemple le siège de RATP Habitat, mais ce ne sont, comme l'a dit Francis, que des objets emblématiques et qui traduisent une stratégie. Et je trouve que c'est ça qui est très intéressant dans le défi qui est porté aujourd'hui par les ESH, c'est de réintégrer une contrainte pour en faire une stratégie d'action. Et c'est un peu notre naturel d'entrepreneur qui se traduit par là. Dire aussi peut-être juste une chose, que derrière tout ça, il y a un sujet, d'après moi, qui va beaucoup nous chahuter. C'est le sujet de la concertation autour de ces stratégies et de l'ensemble de nos projets sur l'ensemble du dispositif. On le voit bien aujourd'hui en construction neuve. Concertation avec qui, pardon ? Pardon, la concertation avec un peu toutes les parties prenantes. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui qu'on a des maires qui utilisent le climat quelque part pour ne pas faire de logement social, il faut bien se le dire. Mais en même temps, on peut comprendre qu'un maire aujourd'hui, il en a assez de faire une espèce de SAV générale de tous les projets de sa ville et que nous avons besoin d'être beaucoup plus en interaction en amont avec eux et en amont pour porter la validité de nos projets. Et puis, comme l'a dit Claire, la réhabilitation ou le fonctionnement de nos résidences, c'est aussi de la concertation locative différente. On est un métier avec des gens qui sont souvent des experts de leurs problématiques. Et comme tout expert, ils ont une petite tendance à penser qu'ils savent. Et ça nous réinterpelle sur la question de savoir ensemble et travailler ensemble pour avoir la meilleure stratégie. Voilà, c'était juste ça, mon petit complément. Mais vous avez parfaitement le droit, et c'est légitime d'intervenir, même si vous avez le Covid, même si vous êtes en visio, vous êtes la bienvenue, Valérie Fournier, tant que vous êtes la présidente des ESH. Olivier Barry, est-ce que c'est possible de construire durablement et pour pas trop cher? Parce que c'est quand même la question. On ne le sait pas, c'est toute la question. Je crois qu'on est à un moment où on est à un changement, une transformation. On vient de passer une décennie sur laquelle on a chercher de la sobriété énergétique. Et aujourd'hui, on a une nouvelle contrainte qu'on intègre dans notre modèle, qui est celui du bas carbone. On n'y a pas été habitué. Les ensembles immobiliers que nous avons construits dans le passé ont été à certaines périodes orientés sur l'électricité à un moment. Moi, je me souviens dans mon histoire avoir financé des opérations dites Vivre-Elec. C'était l'époque où on contractualisait avec EDF. Et quand on ne faisait pas de Vivre-Elec, on n'était pas, en tout cas, dans le tempo de l'époque. On vient de passer 10 ans à faire du tout gaz parce que les modalités de financement, en tout cas propulser l'énergie gaz comme étant la seule énergie possible pour construire valablement, avec des DPE derrière qui, de toute manière, si vous ne preniez pas du gaz, venaient à vous classer votre parc immobilier dans les catégories qui ont été rappelées tout à l'heure, du mauvais côté en tout cas de la courbe de Gauss. Donc on est vraiment sur une question, un vrai questionnement de changement. Avec notamment des pratiques de production de logements qui nous réinterrogent sur les modalités même de nos constructions. Il y a assez peu d'organismes de logement social qui aujourd'hui ont essayé de faire des économies, notamment de béton sur leur propre construction. Puisqu'on le sait aujourd'hui, quand on vient à construire avec une utilisation renforcée du béton,
y compris avec de l'isolation par l'extérieur. Certes, on répond à l'objectif énergétique, mais on ne répond pas à l'objectif bas carbone. Avec la nouvelle réglementation qu'on n'a pas encore testée, parce que la RE 2020, aujourd'hui, elle est plutôt en découverte dans nos organismes et on s'interroge sur la manière dont on va pouvoir l'interpréter. Sur la notion également de cycle de vie des matériaux, ça c'est extrêmement nouveau pour nous. Tout ça va nous amener à redéfinir des modèles de construction qui ne sont absolument pas ceux que nous avons aujourd'hui. Donc on est dans le flou, quoi. On est totalement dans le flou. Et qu'on va avoir besoin d'expérimenter un certain nombre, en tout cas, de projets. Pas pour faire de la recherche et de l'innovation, parce qu'il ne s'agit pas d'innover et forcément de rechercher, mais en tout cas d'engager notre changement sur la manière dont on construit. On peut se poser la question des ensembles immobiliers aujourd'hui que l'on construit avec deux niveaux de sous-sol pour loger les voitures. En bas carbone, ça ne nous permettra jamais d'atteindre nos objectifs si on reste sur cette logique-là. Donc il y a des choses qu'on a vues il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Moi, je me souviens m'être promené dans des milieux coopératifs, notamment à Fribourg, où on était déjà à l'époque quasiment en construction bas carbone, où on avait un rapport à l'automobile. Fribourg, c'est une ville, tous les constructeurs de logements, tout le monde y est passé. Hein. Tout le monde y est passé, ouais. On n'en a rien tiré quand on est revenu. Je suis allé à Fribourg. Et finalement, on regarde en tout cas les méthodologies de construction qui avaient été utilisées à cette époque-là, et c'est bien ça qui nous réinterroge aujourd'hui. C'est comment on utilise du poteau-poutre dans nos constructions. Nous, on est sur ces questions-là aujourd'hui. Comment on utilise des matériaux de substitution qui vont nous permettre de pouvoir prétendre après transformer nos constructions en puits de carbone, parce que c'est bien l'objectif, c'est transformer nos bâtiments en puits de carbone, pour en tout cas, sur le côté, on l'a vu tout à l'heure sur la courbe de Gauss, sur le côté gauche de la courbe de Gauss, avoir une concentration de bâtiments en type A, type B qui soit nettement meilleure et qui soit aussi meilleure sur la question bas carbone. Parce que pour l'heure, on ne mesure nos bâtiments que sur leur performance énergétique en tant que telle. Donc il y a tout ce changement-là qui est en tout cas un changement de culture dans nos organismes d'HLM, qu'on doit travailler, sur lesquels on s'interroge aujourd'hui sans avoir de certitude. Donc, pas de retour encore. Francis Stéphan, vous vouliez réagir, et puis Jean-Pierre Choël. Oui, moi je crois que nous sommes à un moment où on va devoir changer de paradigme en profondeur. Il y avait un bon article dans Les Échos cette semaine, je cite, « La décarbonation de la France, un méga chantier à peine ouvert ». Dans notre secteur, c'est pareil, c'est un méga chantier à peine ouvert. On aurait pu dire les ESH, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous nos secteurs d'activité sont concernés. Et il faut qu'on repense le fonctionnement de nos entreprises dans leur totalité. C'est là où ça vient nous impacter. Olivier évoquait le fait que nos ingénieurs, pendant ces 20 dernières années, ils n'imaginaient pas ne pas mettre du gaz à une opération. On leur dit aujourd'hui, c'est fini. Ils vous regardent et disent, mais c'est pas possible. Alors, la question, c'est d'abord de bien comprendre quelle est la réalité de nos entreprises avec une bonne analyse de notre empreinte carbone. Et pas au niveau scope 1, 2, jusqu'au scope 3. C'est-à-dire que aussi cerner la gestion de nos parties prenantes et de nos fournisseurs. Jusque-là. Et quand on a fait ce travail-là, c'est de bien appréhender un sujet très particulier, c'est l'impact climat sur les gaz à effet de serre sur lesquels nous pouvons agir. Baisser les consommations, modifier nos constructions, etc. Et puis, les choses pour l'entreprise inévitables. Et aujourd'hui, peu dans nos entreprises ont cerné ces éléments au niveau du scope qui sont inévitables. Et les inévitables, ça veut dire que nous allons devoir créer les conditions de la compensation. Donc, il y a les évitables sur lesquels on va pouvoir agir. Ça et je ne dis pas que c'est simple, mais ça va modifier en profondeur notre modèle économique, notre modèle d'approche de la construction, la gestion du stock, bien sûr, mais la gestion de nos salariés et de nos équipes. Et puis, il y a les inévitables. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour compenser? C'est ça le gros travail qui est devant nous, des 2-3 ans, parce qu'on va faire des coûts sinon. Il faut s'organiser. Et puis après, il y a la production, on l'évoquait très rapidement, c'est que changement de paradigme, mais où sont les filières? Il faut qu'on les fasse émerger, il faut qu'on les accompagne, parce que nous sommes des donneurs d'ordre importants en millions d'euros, je crois que Valérie l'évoquait. Et il faut qu'on fasse émerger ces filières, qu'on aide à les organiser. Alors, en dehors de cette période de crise qui, je l'espère, est momentanée, un peu particulière, où on n'a plus de lisibilité sur les coûts de matériaux, sur les délais de livraison, etc. Mais même si on revient dans un schéma plus modéré, les solutions ne sont pas aujourd'hui totalement identifiées, maîtrisées et cohérentes. Jean-Pierre Choël, peut-être Claire Goudenou après. J'allais dire ce qu'a dit Francis en mieux. Enfin,
Je leur ai dit en moins bien et il m'a piqué toutes mes idées. Ouais. Ma réaction, c'était particulièrement sur la filière construction, où très franchement, sur les territoires, alors peut-être que les grands groupes, eux, se sont préparés, j'en sais rien, je ne les fréquente pas beaucoup, mais sur les territoires, les filières construction locales ne savent absolument pas de quoi il s'agit. Les bureaux d'études non plus. Et personne, donc la question que nous posons et comment nous devons nous réorganiser, ça, je nous fais confiance. Valérie l'a dit tout à l'heure, des entrepreneurs, on va savoir se réorganiser. On va avoir l'énergie pour le faire, voire l'imposer. Mais on a une adhésion en tout état de cause de nos personnels à ce changement. Par contre, j'observe les bâtisseurs, les constructeurs, j'observe les bureaux d'études quand même commencent à se gratter la tête. Mais en tout cas, les bétonneurs, enfin les bâtisseurs, ceux qui posent les briques et les grosses œuvres à second œuvre, ne se posent pas beaucoup de questions en ce moment. C'est un peu inquiétant ce que vous nous dites. C'est très inquiétant. Donc on a une responsabilité de mobilisation de toute cette filière construction si on veut la conserver et si on veut pouvoir continuer, nous, à exercer notre métier. Valérie le disait tout à l'heure, c'est interroger les parties prenantes de notre métier. Et dans les parties prenantes, il y a cette filière construction qu'il faut absolument qu'on mobilise. D'où l'idée tout à l'heure que j'évoquais de cette école du bas carbone, qui est un grand nom, mais il fallait bien l'appeler d'une certaine façon, en tout cas d'un concept de mobilisation d'une filière en continu et de la secouer un petit peu pour qu'elle soit au rendez-vous des enjeux de la société, de nos enjeux de nos sociétés et des enjeux en général. Pierre Goudineau, et puis on va prendre des questions dans la salle. Oui, je vois une main qui se lève là-bas. En complément de ce qui a été dit, auquel j'adhère totalement, il y a le problème de ces normes qui se contredisent. Et donc, je pense qu'il y a un gros lobbying à faire, puisqu'on a des injonctions qui sont de plus en plus nombreuses et qui sont contradictoires. Je prends un exemple très simple. On vous demande donc d'utiliser des matériaux biosourcés. Vous construisez un immeuble en bois. Vous avez aussi une exigence de reconstitution de pleine terre. Sauf que la pleine terre, c'est 1 mètre. 1 mètre, c'est trop lourd pour être porté par un bâtiment en bois. Voilà. C'est des choses comme ça. Et je pense que l'autre grand sujet, en complément de ce que viennent de dire mes collègues, c'est celui aussi pour tous ceux qui sont en zone tendue de la sobriété foncière. Et comment on fait pour construire sans utiliser trop de sol et de bitumé. Voilà. Alors, je sais que vous voulez vous exprimer, mais j'ai promis qu'on posera que la salle pourrait poser des questions. Monsieur, vous avez le micro, ça veut dire que vous avez le pouvoir. Allez-y. Je vais essayer de pas trop en abuser. Je voudrais simplement rassurer Jean-Pierre, et ça ne va pas le surprendre. Effectivement, en tant qu'acteur de la filière construction, je voudrais lui dire que la filière n'est pas totalement autiste et se préoccupe effectivement de ce qui se passe et qu'actuellement, il y a effectivement beaucoup de formations, d'interrogations, les mêmes que d'ailleurs la filière effectivement du monde des ESH et du logement social et du monde de la construction en règle générale. Effectivement, on a autant d'interrogations que vous. On a effectivement de gros efforts de formation à faire auprès des équipes. On va changer de mode de construction, effectivement, mais tout ça, c'est de l'adaptation et je pense qu'on sera tous capables de le faire si on le fait ensemble, toute la filière. Alors, c'est facile parce qu'il n'y a peut-être pas de maître d'œuvre ici, donc dans ces cas-là, on tape sur ceux qui sont absents, mais je pense que c'est l'ensemble de la filière qui doit évoluer. Donc, plus, effectivement, Jean-Pierre, dire que l'enfer, c'est les autres, je veux dire que c'est bien si on pouvait, effectivement, selon le mot à la mode, co-construire. Bon, écoutez, merci pour votre intervention qui visiblement fait très plaisir à Jean-Pierre Choël en plus. Donc, j'ai une question. Alors, j'ai une question qui est arrivée aussi via le chat. Le problème, c'est que je ne comprends pas cette question, mais je vais vous la poser parce que c'est vous les spécialistes. Dans les stratégies bas carbone, faut-il traiter simultanément les solutions de réduction des GES et d'adaptation? Est-ce que vous comprenez, vous? Et d'adaptation. Bon, alors donc, on ne comprend pas, personne, ça me rassure, je vous l'ai dit que je ne comprenais pas cette question. Donc la personne qui a posé cette question, si cette personne qui a posé la question peut la reposer peut-être de manière un peu plus explicite, ce sera plus simple. En attendant, comme vous vouliez, à moins qu'il y ait une question là dans la salle, vous levez la main,
mais tout ça est limpide. Puis vous êtes impatient de savoir ce que Francis Stéphan pense de ce que nous venons de dire. Oui, je voulais réagir à ce que vous évoquiez, la gestion des paradoxes. C'est-à-dire, nous avons à gérer plusieurs changements de paradigme. Le paradigme constructif, le paradigme de l'approche de gestion de nos stocks, mais aussi les injonctions contradictoires que tu évoquais. Aujourd'hui, les demandeurs de logement sont de plus en plus importants. Et la problématique de beaucoup de nos demandeurs, ce n'est pas la gestion du climat, c'est d'avoir des clés. D'avoir un logement et des clés au loyer le plus bas possible. Et aujourd'hui, les coûts de construction que nous voyons apparaître sur les réponses sur des logements en phase avec les objectifs climatiques font exploser les coûts et aujourd'hui, on ne sait pas équilibrer les opérations. Donc ça nous interpelle à la fois sur le changement de paradigme en matière de mode constructif, mais aussi en matière de gestion financière de nos entreprises et de notre modèle économique. Et là, on est vraiment dans... on évoquait les gaz à effet de serre et l'adaptation. Mais là, on touche à une adaptation, voire une mutation profonde de notre secteur professionnel auquel nous allons devoir faire face. Olivier Barry, un petit mot du ZAN. Comment on fait la tension entre donc, cette nécessité de ne plus artificialiser les sols et puis les problèmes de construction, d'accès au logement? C'est un gros sujet finalement que de rentrer par le ZAN, mais on va uniquement rester sur le ZAN et le bas carbone. On n'a pas parlé du stock. Je vais revenir sur le ZAN après, mais on n'a pas parlé du stock. On a quand même une donnée qui est extrêmement importante, c'est comment on traite notre stock. Il y a probablement sur nos plans stratégiques de patrimoine, au travers de l'intégration de la contrainte bas carbone, un curseur à faire évoluer, notamment pour éviter de se retrouver dans des systèmes de rénovation qui relève un peu de l'acharnement thérapeutique sur des ensembles immobiliers dont on sait, in fine, que la performance, qu'elle soit énergétique ou qu'elle soit bas carbone, ne sera pas au rendez-vous. Donc dans ces conditions-là, c'est un peu la réponse qui nous était faite sur la première intervention, c'est de dire on va devoir faire évoluer notre curseur sur la démolition-reconstruction. Et quand j'introduis cette notion de démolition-reconstruction, finalement, on est sur la valeur foncière, ce qui est une autre façon de définir le ZAN, sur cette valeur foncière qu'on peut réutiliser et sur lesquelles on peut revenir avec des constructions qui, de toute manière, avec la connaissance qui va être la nôtre demain, avec la coproduction ou la coopération pour construire mieux, avoir des bilans qui soient nettement supérieurs. Donc sous cet angle-là, la non-artificialisation a du sens. C'est-à-dire de redonner, en tout cas, à nos valeurs foncières une seconde vie avec, à certains moments, au regard d'arbitrage que nous allons devoir faire en termes stratégiques, de requalifier ces ensembles-là et de pouvoir répondre en densité urbaine, parce qu'on a aussi des patrimoines qui datent des années 50, qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur aujourd'hui en qualité de bâti, en capacité à supporter des rénovations, des réhabilitations, qui ont par contre une grande valeur qui est celle des loyers, et notamment de l'accessibilité. C'est encore une autre inconnue de notre équation. Mais de requalifier ces ensembles-là, de les rendre plus durables en termes de perspectives énergétiques et perspectives bas carbone, et de répondre aussi à la question de la quantité, puisqu'on reste malgré tout, on l'a vu jusqu'à l'horizon 2035, sur une obligation de production et de production renforcée. Donc on doit et à la fois transformer notre modèle et à la fois réutiliser ce qui est en tout cas probablement une de nos plus grandes ressources de manière sobre, tout en augmentant le nombre de logements qu'on met à disposition de la population française. C'est quand même une très très grosse équation et je ne suis pas certain en tout cas que l'utilisation du foncier, uniquement celui qui a été jusqu'à ce jour consommé, nous permette d'y parvenir. Bon, vous savez à quoi on reconnaît une bonne table ronde ? C'est quand on en sort un peu frustré. Parce que je sais que vous êtes frustré, que vous auriez des tas d'autres choses à dire, que voilà. Mais on va demander à Valérie Fournier quand même, votre présidente. Vous êtes encore là, Valérie ? Est-ce que Valérie Fournier est là ? Oui. Oui, je pense. Bah, oui. Vous avez une. Vous pensiez que j'étais partie dormir, mais non. On voit plus votre bobine, mais c'est pas grave. Si, vous voilà. Oui, ça y est. Pour peut-être un petit mot de conclusion de cette table ronde.
La conclusion de cette table ronde, je trouve qu'elle correspond exactement à ce que j'avais dit en introduction. Je trouve que c'est très intéressant d'abord en tout cas que c'est le but de la fédération, de partager des expériences. Chacun et ce qui était intéressant, mais je me redis encore, c'est qu'en fait, finalement, sur un même sujet, chaque entreprise le traduit différemment. Et je trouve que ça, c'est en fait, dans un secteur très réglementé comme celui des ESH, où on a toujours l'impression que finalement, c'est la loi ou le décret qui fait notre action, je trouve que cet enjeu du climat, il réaffirme que nous sommes des entreprises et que donc on a des stratégies d'entrepreneurs à déployer. Voilà. Après, je pense que tout a été abordé, à la fois les sujets de la capacité de la filière à faire, les sujets du financement, les sujets de cet équilibre qu'il faut avoir entre l'acte de construire ou de rénover et le fait que tout ça est fait pour les habitants, comme l'a dit Francis, à la fois au travers des charges, mais aussi au travers, comme l'a dit Claire, du mode de vie aussi que nous partageons. Et je trouve qu'après la crise du Covid, c'est vraiment un enjeu très, très important que de réhumaniser nos ensembles. Et aussi de se rendre compte qu'au-delà du bâtiment, nous avons tout un espace collectif à réapproprier, ce qu'on a bien vu dans le film, au service de la biodiversité et puis du vivre ensemble. Merci beaucoup Valérie Fournier, merci à vous quatre. Alors vous savez, quand on vous dit merci, c'est que vous allez pouvoir filer. Et sous les applaudissements évidemment de ce public extrêmement chaleureux, je vais tout de suite appeler Fabrice Bonifay, qui est notre premier grand témoin, à venir nous rejoindre sur cette scène. Voilà, Fabrice Bonifay, le président du Collège des directeurs du développement durable, directeur également du développement durable d'un petit groupe, Bouygues. Familial, oui. En tant que président du C3D, quelle est votre vision sur le rôle des entreprises, évidemment dans la réponse à tous ces enjeux qu'on a commencé à évoquer? On va essayer de tenir en 10 minutes et puis on prendra peut-être 5 minutes de questions-réponses avec la salle, si vous voulez bien. Oui, bonjour à tous et merci de votre invitation. Donc je me présente, je suis en charge du développement durable pour le groupe Bouygues et président donc du Collège des directeurs du développement durable qui regroupe à date 226 entreprises, grandes entreprises. Et on partage dans cette association donc les enjeux de transformation de nos entreprises vers des modèles économiques plus durables. Donc les chiffres pour votre activité, je les connais bien. Vous savez que grosso modo, il reste 400 gigatonnes de CO2 à émettre dans l'atmosphère d'ici 2100 si on veut rester sous les 1,5 degré. Et ce n'est pas le problème de réchauffement moyen, vous savez, c'est le problème des dérèglements associés au réchauffement qui sont juste catastrophiques pour l'humanité. Et au rythme actuel des émissions, on aura bouffé notre budget des 400 gigatonnes dans moins de 10 ans. Donc c'est juste catastrophique. Donc si on veut préserver un peu notre avenir et celui surtout de nos enfants, il faudrait qu'on puisse réduire nos émissions de 6% par an pendant 70 ans, l'équivalent du Covid, de l'année Covid, avec les restrictions en moins si possible. Donc on voit bien que ce n'est pas simplement un problème d'amélioration continue de la filière dont il s'agit, mais un vrai changement culturel, une vraie rupture. Alors, en ce qui concerne l'activité de la construction, on voit bien que la RE 2020 est certainement l'une des réglementations les plus ambitieuses au monde, mais ça ne suffira pas. Donc il va falloir qu'on aille au-delà de ça. Et donc on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire de mieux et de plus vite pour arriver à tenir les engagements. Et vous allez voir, c'est rock'n'roll. Mais c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse si on veut vraiment pouvoir regarder nos enfants dans les yeux dans les semaines qui viennent. Alors, ce qu'on propose, et donc c'est au-delà du groupe Bouygues, mais on réfléchit aussi chez Bouygues sur ces sujets, bien évidemment, c'est d'aller vers des bâtiments qui sont en fait des banques de matériaux. Quand on fait l'empreinte carbone d'un bâtiment, en neuf, 80% de l'empreinte, c'est l'énergie grise qui est nécessaire pour fabriquer les matériaux qui seront ensuite utilisés pour la fabrication du bâtiment. Donc on voit bien que le système linéaire qu'on a utilisé depuis des décennies, il n'est pas viable, d'autant plus que ça génère grosso modo 43 millions de tonnes de déchets par an du BTP, donc pour les BHU, les bâtiments hors d'usage qu'on est obligé de déconstruire et de démolir. Donc si on veut arrêter cette gabegie de matériaux, il faut pouvoir réutiliser
maximum les matériaux et pas simplement les recycler, mais les réemployer. Donc aujourd'hui, avec la maquette numérique, on doit être capable de faire des bâtiments plus standards. Alors ça fait hurler les architectes, mais standardisation, ça ne veut pas dire uniformisation, de manière à ce qu'on puisse récupérer un maximum les éléments finis, voire certains éléments de la structure pour pouvoir réemployer, réutiliser ces matériaux pour d'autres vies, d'autres bâtiments. C'est possible, mais ça change notablement le modèle constructif et on va devoir aller le plus vite possible également en France, comme ailleurs, vers des constructions plus modulaires. On n'a pas le choix. C'est le prix à payer pour avoir une planète viable dans quelques années. Donc ça change bien sûr beaucoup de métiers, hein, on sait bien chez Bouygues, et ça change la façon dont on va aussi financer les ouvrages. Aujourd'hui, quand on a une maîtrise d'ouvrage qui achète un bâtiment, en fait, il achète aussi les matériaux constitutifs. Est-ce qu'on va continuer de raisonner comme ça forever? Je ne crois pas. On peut très bien, aujourd'hui, quand on est maîtrise d'ouvrage, acheter un bâtiment sans être propriétaire des matériaux. Ouais, on peut verser un loyer d'utilisation des matériaux, mais les matériaux peuvent rester la responsabilité en fait d'industriels qui, en restant propriétaires, auront intérêt à les réutiliser et donc à ne pas les jeter en fin de vie. Ça sera une bonne façon, on pense, donc de pouvoir faire durer l'empreinte, enfin de faire durer en fait la structure du bâtiment pour réduire l'empreinte carbone. Donc ces nouveaux modèles économiques, on est en train de les tester avec l'ESSEC. Et on se dit, ça peut fonctionner, hein, la grande école ESSEC qui nous aide à faire cette dissociation entre la maîtrise d'usage du bâtiment et ces éléments constitutifs. Alors il faut savoir que ça existe déjà dans certains pays, notamment aux Pays-Bas, hein, avec des expérimentations qui fonctionnent bien. Et on se dit, pourquoi pas en France utiliser ce mode constructif. Il y a un autre élément, si on veut vraiment baisser l'empreinte carbone en coût carbone complet, parce que le coût carbone complet, c'est le seul qui a une réalité physique, en fait. Hein, parce que de toute façon, tout ce que je suis en train de vous dire, il y a une double, comme vous le savez, il y a une double contrainte. Il y a la contrainte morale de baisser nos émissions pour laisser une planète viable à nos enfants. Et puis il y a une contrainte physique, parce que de toute manière, il va y avoir moins d'énergie qui va rentrer dans l'économie. Beaucoup moins d'énergie qui va rentrer dans l'économie. Parce qu'en fait, on est en déplétion de flux physiques fossiles, que ce soit gaz ou pétrole, à vitesse accélérée maintenant. On était sur un plateau ondulant depuis quelques années, et maintenant on est en déplétion. Donc il y a une offre qui va se réduire avec une demande qui va continuer d'augmenter. Donc la sobriété n'est plus une option, c'est une obligation si on veut continuer de construire. Donc on travaille sur des bâtiments qui vont être plus réversibles. Ça, c'est important, qu'on travaille sur des bâtiments où il y aura une plus grande intensité d'usage. Alors c'est vrai que pour le logement, c'est pas trop le problème. Pour les bâtiments tertiaires, c'est le problème. Les bâtiments tertiaires, c'est utilisé entre 15 et 20% du temps. Le reste du temps, c'est vide. Donc, on propose que les maîtrises d'ouvrage aient conscience que lorsqu'ils décident de construire un bâtiment, qu'ils prennent en compte le fait que quand l'utilisateur principal n'a pas l'usage de son ouvrage, qu'ils puissent permettre à des utilisateurs secondaires d'utiliser le bâtiment. Et ça permettra de moins construire, mais d'avoir des bâtiments qui seront plus rentables in fine, et donc de gérer les bâtiments en yield management, exactement comme les compagnies aériennes gèrent les avions aujourd'hui. C'est le sens de l'histoire et on y va tout droit. On doit aussi, donc vous n'avez pas su répondre tout à l'heure à la question de l'adaptation. L'adaptation, c'est quoi en fait, hein? C'est que le changement climatique, de toute façon, il est en cours, on le ressent, on est déjà à 1,2 degré de réchauffement moyen, on voit bien qu'on se tape des canicules pratiquement un été sur deux. Il faut savoir qu'en France, on aura entre 16 et 32 jours par an de canicules à plus de 50 degrés à partir des années 2030, ça sera récurrent. Donc l'adaptation, ça veut dire comment on gère le confort d'été. Et ce confort d'été, ça veut dire qu'on ne pourra pas mettre de la clim partout. C'est une vue de l'esprit, il n'y aura pas assez d'énergie. Donc il faut faire des bâtiments passifs qui résisteront à ces fortes chaleurs. Sinon, dans certains bâtiments, ce sera juste invivable pendant plusieurs semaines dans les mois d'été. Donc c'est ça l'adaptation. L'adaptation, c'est de construire pour essayer de résister en fait à ce climat qui va changer et qui va changer à une vitesse accélérée maintenant dans les années qui viennent. C'est ça l'adaptation. Donc il y a deux choses à faire. Il y a réduire nos émissions le plus vite possible pour éviter que le choc soit encore plus terrible, mais aussi s'adapter parce que de toute façon, vu tout ce qu'on a émis dans l'atmosphère, quoi qu'on fasse aujourd'hui, le climat continuera de se réchauffer pendant des décennies, donc il va bien falloir qu'on s'adapte tout simplement. Une autre chose qui est vraiment importante si on veut faire du vrai bas carbone, c'est d'intégrer l'électromobilité dans le bâti.
et notamment dans les logements. Donc c'est une vue de l'esprit de croire qu'on aura autant de véhicules électriques que de véhicules thermiques dans le futur. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça qui va se passer. Donc il y aura beaucoup moins de véhicules en circulation dans les années qui viennent, de moins en moins de thermiques bien sûr, parce que la fin des thermiques c'est pour 2035, et on aura des véhicules électriques qui vont être dans les parkings des bâtiments. Donc ce seront des véhicules, l'électromobilité va être intégrée au bâtiment, ça sera une électromobilité qui sera partagée. Donc, il n'y aura pas un véhicule pour tout le monde, ce sera partagé. Et donc, les gens réserveront quand ils en auront besoin. Et ça va faire le véhicule électrique va faire partie des bâtiments comme un device, comme l'ascenseur, en fait. Et donc, il va falloir gérer toute cette consommation d'énergie de ces véhicules dans l'équation énergétique du bâtiment. Alors, heureusement, maintenant, en France, on sait faire. On sait déjà produire du courant directement intégré au bâti. Ça s'appelle le BEPOS. Bouygues l'a inventé en 2011. On va pouvoir maintenant même alimenter les véhicules en courant continu, on va gagner 20% de rendement. On va pouvoir utiliser les batteries des véhicules pour stocker l'énergie à un certain moment et la restituer à d'autres moments. Comme vous savez, dans quelques années, on va passer en tarification temps réel de l'énergie. Donc, à certains moments de la journée, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, on aura intérêt à lisser la courbe de charge. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'il faut préparer maintenant pour éviter d'avoir des surprises dans le futur. Et ça, c'est pour dans quelques années. Et on doit aussi faire en sorte que ces véhicules électriques participent à l'équilibre énergétique, non pas simplement du bâtiment en tant que tel, mais aussi à ce qui va se passer dans le quartier, parce que les bâtiments vont interagir les uns avec les autres. Certains vont plus produire, d'autres vont plus consommer. Donc on aura des îlots énergétiques et donc des SEM énergétiques à mettre en place au niveau des quartiers. Donc on voit bien qu'il s'agit bien de révolution et pas simplement d'amélioration à la marge, que l'effort aujourd'hui doit être fait sur la formation, ça a été dit dans la table ronde précédente. On a un déficit chronique de savoir-faire sur ces technologies et ces modèles constructifs d'un nouveau genre. Il va falloir qu'on industrialise la construction pour réduire les déchets, pour faire des bâtiments, je répète, banque de matériaux, pour assurer la démontabilité, faire des jumeaux numériques pour qu'on puisse construire pour mieux déconstruire derrière et arrêter de jeter. Et ce qu'on va faire en tout cas chez Bouygues, c'est qu'on va travailler un maximum sur le réemploi et on va donc travailler sur créer des plateformes de réemploi, car il y a beaucoup à récupérer dans les bâtiments existants, même s'ils n'ont pas été conçus pour être démontés. Ça coûtera cher dans un premier temps, mais c'est le prix à payer pour faire du bas carbone, pour arrêter de démolir comme des brutes et récupérer au maximum ce qu'on pourrait récupérer, remettre en état via des plateformes et des artisans qui seront associés à ces nouveaux process pour pouvoir réimplanter, remettre dans les bâtiments neufs ces éléments qui auront été démontés. Donc ce qui est important aussi, c'est que les maîtrises d'ouvrage prennent leurs responsabilités. Et ce que je vais vous dire là, c'est très important. Et c'est que les maîtrises d'ouvrage soient prescriptrices de réemploi. Parce que la vraie économie circulaire, ce n'est pas le recyclage, ça c'est bullshit. Non, la vraie économie circulaire, c'est le réemploi. Et dans la RE 2020, le réemploi, ça compte pour 0 dans le bilan carbone. Donc on a tout intérêt à avoir un maximum de réemploi dans les bâtiments de demain, car c'est la meilleure façon pour nous de décarboner, parce qu'on ne fera pas tout en bois, c'est une vue de l'esprit, ça coûtera trop cher, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Donc si on veut faire du bas carbone, il faut réemployer les matériaux existants. Je vous remercie. Merci beaucoup Fabrice Bonifay. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Alors le monsieur qui a posé la question sur l'adaptation, il se dit monsieur Bonifay, il a dû la comprendre. Moi j'ai une question, s'il n'y a pas de question là. Ce discours, vous le tenez ici devant des gens qui vous applaudissent, qui vous écoutent avec beaucoup d'intérêt et assez poliment. Je voudrais savoir comment ce même discours est reçu quand vous vous exprimez chez Bouygues, en leur expliquant que vous allez être obligé de moins construire, que vous allez être obligé de construire différemment, puisque finalement vous allez être obligé de construire en pensant à la déconstruction, si j'ai bien compris. Comment c'est reçu chez les bâtisseurs? J'ai 33 ans de Bouygues, je suis le directeur de développement durable du groupe Bouygues, rattaché à Édouard Bouygues. Donc ce discours-là, ce n'est pas Bonifay qui le tient, c'est le groupe Bouygues qui le tient. Donc on a présenté notre feuille de route bas carbone à nos investisseurs. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas un dogme politique, c'est une obligation physique. C'est physique. On n'a pas le choix. Donc soit on tape sur la table et on dit non, c'est pas possible, soit quand on est un groupe responsable, on essaie de trouver des solutions. Oui, on va moins construire. Oui, on va moins construire. C'est une évidence. Il faut arrêter de croire que le futur sera une continuité linéaire du passé. Les gens ne se rendent pas compte qu'on est rentré en déplétion de flux physique. On voit avec le prix du pétrole, du gaz, etc. Est-ce que vous pensez qu'en 2030, ce sera moins cher?
Non. Et ce discours, il est bien reçu par vos cadres. Mais c'est pas qu'il soit bien reçu, c'est qu'on doit s'adapter. On travaille sur la construction modulaire, on travaille sur la construction bois, on travaille sur les bâtiments banque de matériaux. On a fait le BEPOS il y a 11 ans et maintenant on souhaite continuer d'accélérer sur le BEPOS. On travaille maintenant sur l'électromobilité. Le bâtiment n'a pas été, hélas, le secteur le plus innovant ces 70 dernières années en termes de modèles constructifs. On est même, entre nous, très mauvais. On a été très mauvais. On a ce constat-là. C'est-à-dire qu'on a eu un matériau magique qui s'appelait le béton, qui était pas cher, qui était facile à utiliser, mais c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre, le béton aujourd'hui. 8%, c'est 2 fois plus que le numérique. C'est 2 fois plus que le trafic aérien. Est-ce qu'on va continuer à construire avec du béton? Alors certes, on va faire du béton bas carbone, du béton ultra bas carbone, c'est vrai, mais on a aussi besoin, il faut se le dire, de sobriété. Donc ce qu'on ne gagnera plus en construction, on le gagnera en exploitation des bâtiments. Donc ça ne veut pas dire qu'on fera moins de business, on fera du business autrement. Eh bien, merci beaucoup Fabrice Bonifay d'être venu éclairer notre lanterne. On va faire 10 minutes de pause. Alors en fait, vous allez avoir le choix. Soit vous allez boire un café, soit vous restez devant vos écrans ou dans la salle pour voir 2 films. Un premier film sur la mobilité et puis l'autre sur la gestion des encombrants. On se retrouve dans 10 minutes et puis d'ici là, c'est vous qui voyez. À tout de suite. La Fédération des ESH, par le Fonds pour l'innovation sociale, s'engage sur tout le territoire en finançant de multiples actions pour faciliter la mobilité de ses habitants. Des voitures électriques en location à prix modique, installées au cœur de la résidence Ébange de Florange, afin de pallier l'éloignement des services de soins, des commerces alimentaires ou simplement pour rompre l'isolement. C'est un plus pour se déplacer, même pour aller voir son médecin traitant ou un spécialiste. Bon, parce que prendre les bus, bon, c'est bien beau, mais un bus toutes les heures, bon, c'est pas l'idéal. Le tarif est bien aussi, 2,50 de l'heure, que demande le peuple, on est bien. Ça m'a permis de trouver une embauche en intérim. Donc maintenant, je suis content parce que je travaille grâce à une petite voiture électrique. Donc du coup, on a vu quand même une nette amélioration sur le fait que les résidents puissent partager plus de choses donc avec la communauté de communes, telles que des théâtres, des spectacles. Une association dans le quartier de la Chaussée à Montargis a ouvert un atelier vélo qui récupère, répare et revend des vélos à prix modéré pour faciliter les déplacements des habitants en réponse au manque de transport en commun, tout en créant des emplois. Les gens sont contents d'avoir des vélos comme ça très propres à des petits prix. Et puis bien sûr, ça nous fait plaisir de voir qu'on a donné une deuxième vie à un vélo qui a par exemple, je sais pas, 30, 40 ans par exemple celui-là. Avoir un vélo entre 20 et 40 euros pour les travailler leur revenait beaucoup moins cher, était beaucoup plus pratique. Enfin, à Cambrai dans le Nord, c'est une navette gratuite dédiée aux habitants de la résidence de Guise et Martin-Martine qui, tous les jeudis, leur permet de faire leurs courses, se rencontrer, de conserver une autonomie, de maintenir un contact avec ses bénéficiaires souvent isolés. Oui, parce que si on n'aurait pas Julie, on aurait du mal à y arriver. Vous voyez, il faut aller au loin comme ça, chercher, porter. Puis bon, le dos ne suit plus. L'été, c'est un bus sur 2. Donc il faut attendre 2 heures devant le magasin que le bus y passe. Parce qu'on est quand même des personnes âgées un petit peu isolées d'une certaine façon. Ça permet de voir vraiment la personne toutes les semaines. Et du coup, on voit quand même quand ça va bien, quand ça va pas. Et quand il y a un problème, j'arrive à le faire remonter soit à l'adulte famille ou une assistante sociale. Par ses actions autour de la mobilité, c'est l'engagement de la Fédération des ESH dans sa responsabilité sociale et environnementale qui est illustré. Un gros bisou à tout le monde. Super, monsieur Girard, on peut sortir.
Recycler, valoriser, faciliter la gestion des encombrants auprès des habitants. Au travers de telles actions, la Fédération des ESH s'engage pour développer l'économie circulaire au sein des quartiers. Le projet Encombrants solidaires, en place depuis 2012 à Saint-Herblain, a permis de créer une véritable dynamique dans le quartier. Recycler les encombrants et diminuer les dépôts sauvages tout en créant des emplois. C'est pourquoi on se lève qu'on a une utilité. Alors, c'est une petite utilité du quotidien, mais qui est réelle et concrète, et voilà. Moi c'est surtout ce qui me plaît, c'est de gérer les encombrants de mon quartier et de savoir leur expliquer comment gérer leurs déchets. Les personnes qui ont une difficulté quelconque pour pouvoir s'acheter de l'électroménager ou du meuble, ils nous appellent. Si nous on l'a en stock, on leur donne absolument gratuitement avec plaisir. Donc alors ça va des objets de puériculture aux meubles, aux sommiers. On a des canapés, des instruments, des jouets, enfin voilà. Nos opérateurs, puisqu'on les appelle opérateurs de quartier, sont exclusivement recrutés dans le quartier. Ce sont tous des locataires d'un des bailleurs avec qui on travaille. C'est un petit peu une contrepartie, on crée de l'emploi, mais vraiment de l'emploi de proximité. Moi, ça faisait 5 ans que j'étais sans emploi puisque je m'occupais de mon fils et ça a été l'opportunité de remettre le pied dans le travail parce qu'après 5 ans, c'est pas forcément évident. Ici, à Noisiel, un local est mis à disposition par le bailleur afin de collecter et de remettre en état des milliers d'objets pour les proposer à ses locataires les plus démunis. Qu'est-ce que ça apporte? De la vie en quartier, parce que plutôt que d'être chacun chez soi, c'est un lieu où on peut se trouver, échanger, jeter un peu moins, et puis des fois on part heureux parce qu'on trouve des choses qui nous plaisent. Non, c'est très bien. C'est très sympa, on peut apporter, au lieu de jeter à la poubelle des affaires encore en bon état, on peut les apporter et récupérer d'autres choses dont on a besoin, mais tout gratuit, il n'y a pas d'argent, d'échange d'argent. C'est à la fois créer du lien social pendant les ateliers animés par l'association, c'est réduire les volumes d'encombrants et ainsi éviter les risques vis-à-vis de nos équipes de proximité, les possibles accidents de travail et toutes ces choses-là. Et puis le troisième point, c'est aussi de les sensibiliser aux enjeux du développement durable et notamment à la réduction des déchets et au réemploi. Partout en France, de nombreux dispositifs sont menés par des bailleurs et associations pour améliorer le cadre de vie des habitants. C'est l'un des engagements de la responsabilité sociale et environnementale de la Fédération des ESH.